Je suis une femme hyper créative. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie et je pense que grâce à la danse, j'ai appris à justement canaliser cette énergie. Et c'est la danse qui m'a donné un chemin et un fil conducteur dans ma vie et qui m'a amené dans plein d'aventures merveilleuses. Je suis un joueur d'harmonica, on dit harmoniciste. Ce que j'adore dans ce petit instrument, c'est qu'il fait mine de rien. On l'associe souvent à des westerns, on s'imagine très bien l'harmonica au coin du feu. Mais moi, l'harmonica que j'aime, c'est celui qui vient du blues. C'est l'harmonica qui vous déchire l'âme, c'est un harmonica qui est puissant, c'est un harmonica qui chante. Nous sommes à la Villette, le plus grand parc urbain d'Europe, ouvert à toutes les pratiques sportives et culturelles. Dans notre coup de cœur, on vous fera découvrir son bassin. Juste avant, un peu d'élévation au son de l'harmonica de Greg Slap. Mais tout de suite, direction la Grande Halle, à la rencontre de celle qui a dirigé l'institution avant de se recentrer sur ses activités artistiques. La chorégraphe Blanca Lee est notre invitée. Bonjour Blanca. Bonjour. Je suis ravie d'être ici à la Grande Halle de la Villette. Vous me faites visiter? Oui. Allez. La Grande Halle de la Villette, c'était un ancien marché aux bestiaux. C'est devenu un temple de la création qui est ouvert à tous les imaginaires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver à la rentrée? On va voir Philippe Découffet, il y a Pietra Gala. On va voir une grande expo cette année technologique, justement pour découvrir les nouvelles formes de création. Et on a des concerts, on a plein d'événements de manière régulière. Et j'invite les gens à venir voir un peu ce qui se passe à la Villette parce qu'ils vont découvrir tout un monde. Et je dis toujours, à la Villette, on peut passer 24 heures par jour, tellement il y a des choses. Ouais. Ici, vous accueillez tous les publics de 2 ans à 77 ans. Exactement. Ouais. C'est pour nous très important aussi tous les travaux qu'on fait avec justement les enfants, les écoles. On a un espace qui s'appelle Little Villette qui est de l'autre côté, qui à toute l'année reçoit les familles, les enfants, les écoles avec des activités incroyables, des spectacles, mais aussi beaucoup d'ateliers. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu vivant, c'est un lieu libre. C'est un mélange entre vraiment des événements très populaires et festifs avec des expos, des cirques, des spectacles vivants. Enfin, c'est ça que je trouve magnifique. C'est un lieu unique au monde, en fait. Blanca, vous avez fait danser les robots, vous avez réinventé Casse-Noisette en version hip-hop, vous avez transposé le public dans un bal immersif en réalité virtuelle. Vous adorez mélanger les arts. D'où vous vient ce goût du décloisonnement? Je ne sais pas vraiment, mais je pense que c'est la curiosité. J'étais toujours très curieuse de tout ce qui se passe autour de moi, mais aussi de tout ce qui se passe dans le monde. J'ai toujours beaucoup aimé les arts plastiques, le cinéma, les cirques, la musique, enfin tout ce qui peut m'enrichir. Pour comprendre votre parcours, on regarde dans le rétroviseur. Vous n'avez que 17 ans lorsque vous quittez votre Espagne natale, direction New York. Vous intégrez la prestigieuse école de danse de Martha Graham. Est-ce que c'est un moment fondateur important dans votre carrière? J'ai décidé que je voulais danser à 17 ans et j'ai parti pour New York, un âge quand même très jeune. Et je me suis trouvée à découvrir cette ville qui était quand même incroyable, les années 80. Encore une fois, une ville pleine de culture. Et ça, c'est un peu ce qui m'a fait aussi aller dans beaucoup de directions, essayer de comprendre le monde avec les yeux plus ouverts, non? Que juste une espagnole. On l'a compris, d'ailleurs, vous le dites souvent, la danse, pour vous, c'est un village bien trop petit. C'est pour ça que vous allez vers d'autres formes d'art. C'est aussi pour ça que vous inventez et que vous créez des expériences immersives comme le Bal de Paris ou l'Ombre. J'ai l'impression que la technologie, c'est devenu un élément extrêmement important de votre processus de création chorégraphique.
C'est vrai que la technologie, je l'aime parce que ça nous propose à nous les artistes d'inventer de nouvelles formes de narration, de nouvelles formes de création qui n'existaient pas avant. Et ça, pour moi, c'est un défi à chaque fois de dire, est-ce que je pourrais imaginer quelque chose qui n'a jamais été fait, est-ce que je peux arriver jusqu'au bout? Très rapidement, par exemple, j'ai fait mon spectacle sur les robots, parce que j'ai vu les premiers robots qui apparaissaient, je me suis dit, ah, c'est incroyable, est-ce qu'un jour, peut-être, les robots pourraient devenir des danseurs? Et c'était vraiment une réflexion sur notre monde et sur la relation avec les machines, comment elles devenaient partie intégrante de notre quotidien. On ouvre de nouvelles portes de création, de nouvelles formes. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'assez intéressant, non, en tant que créateur. Où est-ce que vous nous emmenez? Où est-ce que vous emmenez les spectateurs dans le bal de Paris? Dans le bal de Paris, c'est une fête dans laquelle ils vont déjà, au départ, pouvoir trouver un costume, parce qu'ils sont un avatar, ça veut dire leur corps il va être habillé par un autre personnage, qu'eux, ils vont choisir, comme dans les jeux vidéo. Ils vont rentrer dans un bal dans lequel les vrais danseurs, aussi avec des avatars, vont les inviter à danser et à partager une expérience dans laquelle eux, ils deviennent aussi acteurs. Et donc ça, c'est vraiment une expérience très, très drôle, très joyeuse, très festive et très intense. Qu'est-ce qui vous guide quand vous débutez un projet? Est-ce que c'est le concept? Est-ce que c'est le défi technique? Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est le propos? Ce que vous avez envie de dire, la narration? À chaque fois, chaque création vient d'un endroit différent et d'une envie différente. Par exemple, dernièrement, cette année, j'ai fait Dido est né, qui est un spectacle vraiment très épuré, où il n'y a que la danse, il n'y a rien d'autre. C'est parti de la musique, c'est une musique qui m'a tellement émue et touchée que j'ai voulu la danser. Et ça peut partir d'une expo sur la Grèce antique, d'un coup, m'émue, me touche, et j'ai envie de mettre ce corps dans un spectacle. Ça va devenir Les Songes de Minotaure, qui était un spectacle sur la Grèce antique. À chaque fois, l'envie de la création peut venir vraiment par des choses très différentes. Un livre, ça peut être un livre qui me fait rêver, on ne sait jamais en fait. On part à présent à la rencontre d'un artiste qui se balade avec son instrument dans la poche. Il est né à Varsovie, il a été révélé par Johnny Hallyday, qui l'a accompagné en tournée pendant 10 ans. Greg Zlap écrit, compose, chante et bien sûr souffle dans son harmonica un blues rock qui nous émerveille dès la première note. Bravo! Merci. Cet instrument, il est quand même très énigmatique, il est tout petit, il tient dans la poche, il tient dans la main. Il a une petite image Far West et vous l'avez transformé en un instrument rock et puissant, capable de faire vibrer un stade comme le Stade de France. Mais comment vous faites? C'est vraiment très rare déjà de rencontrer un harmoniciste. Oui, c'est vrai. Encore plus rare dans un stade. Mais ça, c'était l'intuition de Johnny de dire, voilà, c'est quelque chose qui est possible. Donc quand j'ai rencontré Johnny, j'ai su qu'on avait la même passion pour le blues. Ouais. Et lui, il savait ce qu'on pouvait faire à l'harmonica. Alors, Johnny, il avait une vision pour vous. Est-ce que ça a transformé votre manière de jouer? Ah, complètement. En fait, les gens, quand ils entendent parler de l'harmonica, s'imaginent ça. Ouais. C'est ça. Et avec Johnny, eh ben, il fallait faire le show. Il fallait que je donne tout. Et donc, ça s'est transformé en... Ah ouais. Voilà. Ouais. Et là... Mais là, tout d'un coup, ça change tout. Ouais. Et là, ça change tout. Et alors, pour célébrer cet héritage, vous rendez hommage à Johnny dans votre dernier album qui s'intitule « Toute la musique que j'aime ». Gabriel, c'est votre premier single. Est-ce que cette chanson, elle a une place particulière dans votre panthéon personnel? Ah oui, c'est incroyable, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis polonais d'origine, donc j'ai grandi en Pologne, et je ne connaissais pas Johnny, comme vous et comme tout le monde. Et donc, un jour, donc en répétition, Johnny dit « On va jouer Gabriel ». Moi, je dis « C'est quoi Gabriel ?» et mon copain là, au clavier me dit « Ne t'inquiète pas, c'est en mi, c'est comme un blues en mi ».
Donc je dis oui, bien sûr. Et Johnny me dit, est-ce que tu peux faire un solo d'harmonica? Bien sûr, je dis oui, bien sûr. Donc je me lance, voilà, en y mettant toutes mes tripes. Voilà, j'improvise. J'étais assez content de moi, c'était en répétition. Et là, Johnny s'approche, il me dit, en rigolant, il me dit, dis-moi Greg, tu ne vas pas rester planté comme un piquet derrière ton micro quand on va faire le show. On parle un petit peu de la découverte de l'harmonica. Je crois que vous aviez 14 ans lorsque votre oncle vous a offert votre premier instrument. Est-ce que vous vous en souvenez? Bien sûr. Il y avait une petite notice dans la boîte de l'harmonica, donc j'ai commencé à apprendre un petit peu. Voilà, j'ai fait ça. Et puis très vite, j'ai reposé mon harmonica parce que ça ne m'intéressait plus. Ah bon? Ça m'a très vite lassé. Et puis mon oncle m'a dit, non mais il faudrait que tu écoutes ce que font les bluesmen américains. J'ai entendu... J'ai entendu ce son-là, ma mâchoire est tombée, je me suis dit, mais... Je vais reprendre l'harmonica. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ce n'est pas possible. Et là, je me suis mis à écouter tout ce que je pouvais, à travailler, et ça ne m'a jamais quitté. Là, on parle de la reprise des grands tubes de Johnny, mais vous composez aussi. J'ai toujours eu cette envie et cette nécessité, en quelque sorte, de composer, parce que si on veut proposer quelque chose à l'harmonica, eh ben, il faut le créer. Ah ouais. Et pour moi, c'est ce que j'adore dans la musique, ce que je préfère dans la musique, c'est cette sensation incroyable de liberté que procure l'improvisation. Du coup, vous m'avez mis l'eau à la bouche. On va se quitter avec une petite improvisation. Une balade en bateau, ça vous tente? Ancienne plaque tournante du commerce fluvial, le bassin de la Villette est aujourd'hui un lieu de vie, de culture et de loisirs. Je vous propose de voguer entre patrimoine industriel et renouveau urbain. Allez, on embarque. Bonjour Myriam. Bonjour Valérie. C'est avec toi qu'on va aller se balader sur le bassin? C'est exact. Bon, Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Ce bassin, c'est le plus grand bassin artificiel de Paris. Pourquoi et comment a-t-il été créé? Alors ce bassin, on le doit à Napoléon Ier, qui a repris des travaux qui avaient commencé sous François Ier pour construire un bassin et surtout faire approvisionner la ville de Paris en eau potable. Parce que Paris de l'époque, c'était un Paris de misère. Les Parisiens étaient seulement alimentés en eau potable par les fontaines royales, de la Samaritaine ou encore des Innocents, et ne disposaient que d'1 litre d'eau potable par jour et par personne. Ouais. C'était même d'ailleurs coûteux. Et même ce litre d'eau-là n'était pas vraiment propre à la consommation, si bien qu'il devait être coupé au vin. Donc, il eut l'idée, pour plaire aux Parisiens, de demander à Chaptal que faire. Et c'est cette idée de dériver l'Ourcq, qui est une rivière qui prend sa source à 110 km d'ici, dans le nord-est de Paris, que l'eau a été ensuite amenée grâce à ce canal de l'Ourcq, puis ce bassin, mis en eau en 1808. À quoi servaient tous ces entrepôts qu'on a croisés avec des structures Eiffel? Alors, ils sont d'ailleurs de Gustave Eiffel, qui date de l'exposition universelle de 1878, qui a eu lieu à Paris. Et il servait à stocker des marchandises qui venaient des 4 coins du monde, d'Amérique du Sud et d'ailleurs. On y trouvait des huiles, du charbon et beaucoup de sucre aussi qui venait d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, tant de sucre que le quartier a été infesté de guêpes d'ailleurs pendant une époque, ce qui rendait les loyers bien moins chers à l'époque industrielle du canal. C'était un des plus grands ports de France, derrière le Havre et Marseille. Il y a beaucoup de monde sur le bassin. C'est devenu un vrai espace de loisirs. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le bassin en été et en hiver aussi? Alors déjà, sa création, quand il était réservoir d'eau potable, on y pratiquait de nombreuses activités nautiques, même du patin à glace l'hiver. Et aujourd'hui encore, il a retrouvé cette fonction de loisir avec la base nautique qui offre des locations de matériel flottant, kayak, canoë, paddle toute l'année. Et Paris-Plage qui s'installe au mois de juillet et août. On va le voir derrière nous, il y a une piscine qui s'installe depuis 2017. L'été, ouais, juin et juillet. Et qui utilise l'eau du bassin qui n'est pas filtrée car elle est propre à la baignade.
Merci beaucoup Myriam. Merci beaucoup Valérie. Tu nous gardes un peu? Avec plaisir. Bon. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures du Paris des Arts. À bientôt. Allez, mets les gaz. À toute blinde.